Chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais ici, que je suis en train de ramasser du genévrier, tout le monde me regarde avec des grands yeux en se demandant ce que je peux bien faire avec du genévrier dans la vie. Ici, on a du genévrier, on a du carvi sauvage, on a du thé du Labrador, on a du poivre des dunes, je peux faire un gin avec ça. Donc pour dormir, j'ai des petits matelas comme ça individuels en fait. Rester 3 semaines, 1 mois tout seul sans parler à personne, au bout d'un moment, tu te dis bon, je croiserai bien quelqu'un là. Moi j'adore ça, mais c'est pas pour tout le monde. Je dis c'est mon travail ça. C'est quand même fou là. Ça devrait être ça le luxe. Tu regardes autour de toi et puis il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain, c'est juste la nature. Ça existe presque plus sur la planète. Donc il faut réussir à le conserver ça parce que c'est précieux, c'est très précieux. C'est devenu trop rare. Alors ici on est sur la côte est de Terre-Neuve. On est proche de Musgrave Harbour. Présentation officielle, donc ici c'est Ushuaïa, elle a 4 ans. Petite bengale marbrée. Elle me suit tout le temps, c'est une petite exploratrice, comme son papa. J'ai pas besoin de la tenir en laisse, avec un harnais ou quoi que ce soit. Elle me suit. Ah, fille! Français d'origine, Baptiste Gissinger décide de s'installer au Québec en 2004 après un voyage de 4 ans autour du monde. Il devient restaurateur, puis distillateur. Il cueille lui-même tous les aromates dont il a besoin pour fabriquer ses gins. C'est du genévrier. Il est vraiment bon, il est parfait, il est prêt. Le genévrier, ça prend 2 ans à pousser. Et puis quand il atteint cette couleur bleutée, ça veut dire qu'il est prêt, il est mûr. Donc c'est à chaque automne, après la 2e année. Il est parfait, il est chargé d'huile. Ça goûte la forêt en fait, et puis ça goûte la toundra. Il y a un côté sapineux mais sucré en même temps. L'histoire folle de Baptiste commence quand il vend les 2 restaurants qu'il avait avec son frère à Québec. La bougeotte le reprend et il décide de partir en expédition à travers l'Amérique. J'ai réalisé qu'en fait, au fur et à mesure où j'avançais, il y avait des odeurs qui venaient, qui étaient différentes et qui étaient bien spécifiques à la place où j'étais. Chaque coin de pays que tu visites, en fait, a un terroir de saveurs. Et puis c'est ce terroir de saveurs que j'ai voulu mettre en bouteille. C'est ainsi qu'il conçoit Expédition Gin, un projet fou de fabriquer 25 gins dans 25 pays sur tous les continents de la planète. Donc comme il pleut aujourd'hui, puis qu'on ne peut pas ramasser de genévrier, parce que le genévrier, on veut qu'il puisse sécher. Et puis pour qu'il puisse sécher, il faut qu'il soit en partant sec. Donc là, on va aller chercher de l'angélique. L'angélique, c'est une plante qui fait partie de la famille des carottes et des panais. Dans le fond, ce qu'on veut de l'angélique, c'est la racine. Pour trouver de l'angélique, Baptiste se transforme en enquêteur. Hier, il a roulé 400 km pour en trouver, en vain. Aujourd'hui, il change de stratégie. Donc là, on va s'arrêter à la station essence du coin. C'est probablement le seul endroit où il y a plus de passages parce que ça sert de dépanneur en même temps aussi. Puis là, aujourd'hui, il y a du monde. Good morning. I'm looking for Angelica, the plant. It's like that. It grows on the coast. You see anything like that? It grows a lot on the west coast. I've never seen anything like that. No? Hi, excuse me. I'm looking for Angelica, the plant. I can't say that I've seen it. No? Oh my God, I wouldn't know, my friend. No? Take care. Thank you. Malheureusement pour Baptiste, l'angélique ne semble pas avoir colonisé la côte est de Terre-Neuve. Ça, c'est Terre-Neuve. Moi, j'aime beaucoup Terre-Neuve. Dans ma jeune vingtaine, j'ai décidé de tout plaquer en France.
Et puis ça a duré 4 ans avec mon pack-sac. J'ai vécu et travaillé un peu partout sur la planète. Le but c'était d'une, de découvrir la planète, de 2, les cultures qui vont avec, et puis de 3, de repousser mes limites. Je pense qu'on peut tirer un trait sur l'angélique malheureusement. Donc à la place on va ramasser du carvi sauvage, qu'on appelle aussi persil de mer. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle la livèche, communément appelé le persil de mer. Et les feuilles ici sont comestibles. On peut mettre ça dans la salade par exemple. Ça sent le persil et ça goûte le persil aussi. Puis les fleurs donnent des petites graines. On les appelle le carvi sauvage. Donc moi je ramasse pas la livèche en elle-même parce que c'est ce côté très chlorophylle en fait qui ressortirait si je le distillais dans du gin. Par contre le carvi sauvage, lui, un espèce de petit goût légèrement anisé qui ressort lors de la distillation qui est absolument incroyable. Les connaissances en spiritueux ont commencé quand j'ai ouvert le restaurant avec mon frère. Mon frère est chef de formation, donc lui il s'occupait de la cuisine. Et puis moi j'avais plus d'expérience en salle, donc je m'occupais de la salle. Et puis donc c'est là que j'ai commencé à me former sur les spiritueux, puis j'ai rejoint le club de scotch et whisky de Québec. Et puis là ça a été... à la première dégustation, là, ça a été... Donc quand j'ai revendu, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à vraiment aller chercher les aromates moi-même. Puis c'est pour ça que je suis passé en mode nomade aussi, c'est que il fallait que je passe du temps dehors. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va y aller all in. Et puis je me suis remis sur la route. Et ça fait 5 ans maintenant. J'essaye de travailler par terroir, de travailler par parcelle, de travailler par pays. Comme là, ici, on a du genévrier, on a du carvi sauvage, on a du thé du Labrador, on a du poivre des dunes. Je peux faire un gin avec ça. Si je veux. Juste avec le 200 pieds carrés qu'on a ici, là, je peux faire un gin avec ça. Bien entendu, c'est des small batch, c'est des petites batch. Là, on est vraiment dans un travail d'artisanat, puis une fois que c'est fait, c'est fait. Puis même si je voulais le refaire l'année suivante, il ne goûterait pas la même chose. Parce que mes aromates ne goûteraient pas la même chose à la base. Pour faire une batch de gin, j'ai besoin d'environ 1 kg de carvi sauvage pour 5 kg de genévrier. Je dis, c'est mon travail, ça. C'est quand même fou. C'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir apprécier là où je suis et puis les endroits que je visite et puis essayer de le respecter au maximum aussi parce que je suis privilégié. Je suis vraiment privilégié. Donc je ne peux pas bafouer ce privilège. Pour la nourriture, là, j'ai amené des pâtés que je fais moi-même, des betteraves. Ça, c'est des œufs en saumure avec un peu de sauce soja. Donc je n'ai pas amené de sel avec moi. Fabriquer des gins du terroir coûte cher. Les alcools que concocte Baptiste Gissinger se vendent en bouteilles, mais aussi au restaurant qu'il possède avec des associés. Ça, c'est possible de rentabiliser ça avec la Maison Livernois parce que dans le fond, on le vend au verre. Donc ça nous permet de tirer plus d'argent par bouteille. Moi, pour Expedition Gin, je vends les bouteilles beaucoup plus chères parce que moi, je ne les vends pas au verre avec Expedition Gin. Donc le premier que j'avais fait, il était à 120 $, si mes souvenirs sont bons. Et puis le deuxième aussi était à 120 $. Mais il faudrait que je les vende plus cher que ça pour que ce soit rentable. Il faudrait que je vende la bouteille entre 350 et 500 $ la bouteille en passant par la SAQ. Mais moi, je touche pas à ça, en fait. Je touche juste 25% de ça, au final. Petit à petit, en fait, je me monte une clientèle privée de gens qui ont les moyens, puis des collectionneurs. Et c'est juste que c'est un travail de longue haleine. Il faut aller chercher client par client à chaque fois. Mais je suis capable après ça de vendre des bouteilles à 500 $ sans aucun problème. Parce que c'est des gens qui vont chercher ce type de produit-là et qui comprennent qu'effectivement, pour avoir cette qualité-là, et puis ce type d'histoire aussi qui vient avec la bouteille, ben, ça prend énormément de travail derrière. D'habitude, j'ai un autre camion, un vieux Toyota 86, sur lequel j'ai fabriqué un campeur en fait en arrière. Et un peu trop de modifications avaient été faites dessus.
Et puis, il était réglementaire il y a 3 ans, puis il n'était plus à la fin de la pandémie. Donc là, c'est ça, c'est véhicule de location. Mais ça fait complètement la job. Héritage de sa jeunesse aventureuse passée à parcourir le globe, Baptiste peut rester seul pendant un bon bout de temps et il a développé une méthode pour pouvoir tenir pendant plusieurs semaines sans avoir à se ravitailler. Donc pour dormir, j'ai des petits matelas comme ça individuels en fait. Pour la nourriture, là j'ai amené des pâtés par exemple que je fais moi-même. Et puis conserve de... Là on a des betteraves. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est des légumes en conserve que je fais moi en fait l'automne à la maison et tout. Ça c'est des œufs en saumure avec un peu de sauce soja. Je m'arrange pour cuisiner sans eau. Donc l'eau que j'utilise, elle est vraiment juste pour boire. Quand je suis vraiment limité, je me limite à 1 litre par jour. Sinon c'est 2 litres par jour. Et puis pour me laver après ça, c'est dans les flaques d'eau. Même s'il fait un peu froid, ça fait circuler le sang plus vite. Je pêche aussi. Là j'ai amené ma canne à pêche. Quand on voit de l'extérieur, il y a quelque chose d'excessivement romantique en fait avec ce mode de vie-là. Mais la réalité est complètement différente. Rester 3 semaines, 1 mois tout seul sans parler à personne, au bout d'un moment, tu te dis bon, je croiserai bien quelqu'un là. Il faut savoir pourquoi on le fait. Moi j'adore ça, mais c'est pas pour tout le monde. Il faut me mettre au lit. Ma partenaire de kayak, ça y est, là, elle s'est reposée, elle a mangé, elle a bu. Je pense qu'elle est prête. Plus d'énergie que moi. Ça prend mes petits sacs. Alors l'avantage de ces sacs-là, c'est que c'est comme des filets dans le fond. Donc l'air passe et puis ça me prend mon panier. Ici, il y en a beaucoup. Là aussi, il y en a beaucoup. Puis là aussi, jusqu'ici. Donc on a de là jusque là-bas où on peut ramasser. Ça commence par un tout petit bourgeon qui est brun. Après ça, ça grossit. Ça vire au vert, au blanc et au bleu. Et c'est quand il est bleu qu'il est prêt. Et donc c'est là que moi, je peux le ramasser. Il y en a beaucoup qui sont déjà sous la plante. Celui-là, il sert à la reproduction de la plante. Et puis, il y en a une partie que je laisse aussi, puisqu'il sert de nourriture aux oiseaux. Il y a plus de 140 sortes de genévriers sur la planète. Ici, au Canada, on en a 6. Sur les 6, il y en a juste 3 qui sont comestibles. Donc ici, c'est le Juniperus chinensis. Il se reconnaît en fait à ces épines qui sont vraiment dures et très pointues, comparativement au genévrier commun, qui lui en fait a une espèce de petites branches toutes souples. Alors celui-là, il n'est pas facile à ramasser parce qu'il y a vraiment des épines qui sont dures et qui sont très pointues. Donc ça rentre dans la peau tout le temps et en plus de ça, aujourd'hui, il fait vraiment froid. Donc ça raidit la peau et ça pique encore plus quand ça pique. Là, je passe mes mains en dessous pour le ramasser et puis je fais juste rouler les petites baies pour pouvoir les faire tomber dans mon panier. C'est entre 1 et 2 kilos par jour. Ça me coûterait beaucoup moins cher d'acheter les baies de genévrier. Je considère que j'apporte une plus-value dans le sens où j'apporte un terroir dans une bouteille. Quand j'achète des baies de genévrier, en gros, je ne suis pas capable de retracer d'où est-ce que ça vient. Je trouve mes spots... en fait, c'est une observation de la nature. Il faut que je sache à la base
sur quel type de sol, quel type de terrain mon aromate va pousser. Comme pour le genévrier ici, ça demande un sol qui est vraiment drainé. Puis si on regarde ici, là c'est vraiment juste de la petite rocaille avec du sable. Donc c'est parfait. Puis après ça, comme je sais que le genévrier pousse énormément sur les côtes, donc généralement, moi ça fait mon affaire avec le paysage. Ici c'est comme mon spot de prédilection, c'est toujours plein en termes de baies de genévrier. C'est toujours plein. Donc j'espère que je vais continuer à le garder secret pour un petit moment encore. Là-dedans on met notre alcool. Ça passe dans cette colonne-là, et puis donc la vapeur d'alcool va passer là-dedans, à travers le panier, et ça va ramasser toutes les huiles essentielles des aromates. Allez, viens. Viens ma petite. Oui, viens ma petite. Tant qu'elle sait où je suis, où je me trouve, et que je bouge pas sans la prévenir, tout va bien. Si j'ai malheur de bouger sans la prévenir, là j'en entends parler pendant des jours. Et à chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais ici, que je suis en train de ramasser du genévrier, tout le monde me regarde avec des grands yeux en se demandant ce que je peux bien faire avec du genévrier dans la vie. Donc non, il y a vraiment honnêtement la seule compétition, ça va être les oiseaux. Parce que toutes les distilleries ont l'habitude d'utiliser toujours le même genévrier qui vient des Balkans. Puis qui est acheté en gros. C'est plus pour le gin qu'il y a de la compétition. Ça, par contre, pour le gin, il y a de la compétition. Juste au Québec, je crois qu'on a dépassé les 200. Minette. Donc au menu ce midi, semoule de couscous avec les légumes en conserve. Je l'ai préparé hier soir. C'est juste qu'il a gelé cette nuit, vu qu'il a vraiment fait froid. Je ne sais pas s'il va être assez... Ah bah oui. C'est super bon. Et en plus c'est déjà salé. En fait, l'histoire du gin, ce que peu de gens savent, c'est que ça a commencé en Italie. Puis ça a commencé comme un remède contre la peste. Et puis au fur et à mesure que ça a monté en Europe, ça arrivait jusqu'en Hollande. Et puis en Hollande, c'est resté. Puis après ça, les Anglais ont ramené ça en Angleterre. Et puis c'est de là qu'est né le gin. Mais tous les alcools, en fait, ont été des remèdes avant toute chose. Comme l'alcool à friction, c'est devenu la vodka. Toutes les sortes de boissons herbacées qu'on connaît, comme la chartreuse par exemple, Jägermeister, toutes ces boissons-là, en fait, à la base, étaient des médicaments faits par des pharmaciens. C'est pas forcément fatigant, c'est juste la position qui est dure sur le dos. Déjà que les nuits sont pas exceptionnelles parce que dormir dans un véhicule, puis après ça, passer la journée comme ça, c'est pour le dos que c'est surtout difficile. Un petit plaisir personnel après une journée de cueillette. Gougoun. It's gougoun time. Et puis ça, ça fait du bien ça. Ça, c'est le fun. J'aime ça vivre avec le soleil en fait. Là, je sais qu'il me reste environ 1 heure avant la tombée du jour complètement. Puis, donc, il faut que je fasse mes activités en fonction de ça. Le mode de vie que j'ai choisi, c'est suite à une expérience d'1 an en fait, quand je travaillais encore en France. J'ai travaillé pendant 1 an pour des personnes handicapées et ils m'ont tous dit à un moment donné,
sans exception que j'étais chanceux parce que j'étais valide. Et puis ça a vraiment frappé fort parce que j'avais pris beaucoup de choses pour acquises dans la vie. Et puis je me plaignais beaucoup, comme beaucoup de Français. Et puis c'est là où je me suis promis en fait de vivre ma vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Comme si demain j'allais mourir. Et puis quand j'étais enfant, j'avais au-dessus de mon lit une map monde et puis j'avais un tracé que je me traçais tous les soirs avant d'aller me coucher ou des régions que je voulais visiter. Et puis le tour du monde que j'ai fait pendant 4 ans, c'est ce tracé-là que j'ai fait exactement. Pour fabriquer ses gins, Baptiste le Nomade se sert des installations d'amis distillateurs comme ici, chez Menot. Ça va super bien, merci. Alors ici, je suis avec Charles de la distillerie Menot. La première collaboration que j'ai faite au Québec, c'était avec Menot. Donc ça, dans le fond, comment ça fonctionne ici? Là-dedans, on met notre alcool. Ça passe dans cette colonne-là et puis ça passe la vapeur, passe à travers là. Et puis là-dedans, en fait, je vais mettre tous mes aromates. Puis donc la vapeur d'alcool, d'éthanol et d'eau va passer là-dedans à travers le panier. En fait, en passant à travers le panier, ça va ramasser toutes les huiles essentielles des aromates. Ça va ressortir par là en haut, puis on envoie ça dans le condensateur. Donc en fait, on les refroidit pour les tourner à l'état liquide. Une fois que le gin a coulé, en fait, généralement, on le laisse reposer pendant 1 semaine au minimum pour laisser vraiment les arômes se mélanger entre eux. On est dans la salle des épices et des tests. C'est ça. Donc là, tous les aromates du gin sont dans les pots en plastique. Ça, donc on est au genévrier de Charlevoix. Donc le genévrier commun de Charlevoix, qui est récolté en 2021. Donc ici, on voit le cône de la plante. Gros changement dans la vie de Baptiste. La pandémie de COVID l'a forcé à annuler ses plans de voyage. Il a plutôt décidé avec ses associés de construire une distillerie à Québec. C'est ici qu'il confectionnera dorénavant ses gins. Aujourd'hui, c'est un rêve qu'on réalise. Donc on a pris possession de ce lieu-là, qui est en fait l'ancien arsenal de la ville de Québec, l'endroit où on fabriquait les balles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, ça va être le bar. Ici, on va avoir les cuisines. Ici, tout ici, c'est la... Ici, on va avoir un restaurant, on va avoir une boutique, on va avoir la distillerie, on va avoir un chai de vieillissement aussi et un entrepôt. Je vais avoir 4 alambics plus un laboratoire de recherche dans lequel je vais pouvoir faire absolument tout ce que je veux. Genre beaucoup de recettes à faire, beaucoup de produits à sortir. Donc pendant au moins 1 an, je vais mettre ma vie de nomade un petit peu sur pause. J'ai quand même quelques voyages de prévus, mais généralement c'est juste 1 semaine. Après ça, je vais pouvoir reprendre ma vie de nomade. Mais là, pour l'instant, ça va être sur pause un petit peu. À la fin de ma vie, je me retrouvais moi-même face à mes regrets, mes échecs et puis mes réussites. Donc il ne va rien me rester de ce que j'aurais accumulé, mis à part quel type d'être humain j'ai été.